Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bon, et si on essayait de chercher des bonnes nouvelles, y compris dans la crise sanitaire que nous traversons, par exemple, cette crise sanitaire a pu, c'est la question en tout cas qu'on va poser ce matin, permettre de réintroduire la science et le débat scientifique au cœur de notre société. Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en compagnie de Bernadette Bensaud-Vincent. Bonjour, vous êtes professeur émérite de philosophie des sciences et techniques à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit notamment Science et opinion à chacun son ignorance aux éditions de La Découverte et Temps paysage pour une écologie des crises paru en janvier dernier. Étienne Klein, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes docteur en philosophie des sciences. On vous doit notamment La physique selon Étienne Klein et Idées de génie aux éditions Flammarion. Et puis vous êtes également le producteur de la conversation scientifique qu'on retrouve sur France Culture, bien sûr, à 16h le samedi. Étienne Klein, qu'est-ce que cette pandémie a permis à la science? A-t-elle permis, par exemple, de remettre la science au cœur de notre société? Pour la science, il est évident pour la recherche, en tout cas, qu'elle a été très productive. Les chercheurs, notamment dans certaines disciplines comme la biologie ou la médecine, ont fait des progrès considérables. Ils ont compris des choses qu'ils ignoraient il y a encore quelques mois. L'exemple des vaccins est quand même exemplaire, enfin tout à fait singulier. En quelques mois, on a pu mettre au point des vaccins qui semblent efficaces, alors que d'habitude, il faut des durées beaucoup plus longues. Il y a une autre question qui est, non pas la science elle-même, mais la façon dont elle a été mise en scène pendant la pandémie. Et en effet, on n'a jamais entendu dans les médias, écrits, audiovisuels ou autres, autant de scientifiques parler. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup entendu la science. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup de l'exponentielle. La courbe exponentielle, le nombre de cas qui menacerait de devenir exponentielle, etc. Mais est-ce qu'on a pris le temps d'expliquer ce qu'est une exponentielle? Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue médiatique, l'exponentielle est devenue une courbe qui croît très rapidement. D'ailleurs, quand on prononce le mot, on a la main qui monte vers le haut. Or, une exponentielle... C'est quoi, une exponentielle, d'abord, quand on parle du nombre de cas, une exponentielle, c'est une courbe dont la croissance, s'il s'agit du nombre de cas, la croissance du nombre de cas est proportionnelle au nombre de cas. Donc si par exemple, si en une semaine, le nombre de cas est multiplié par 2, la semaine suivante, ça sera encore multiplié par 2, etc. Et ça veut dire que quand le nombre de cas est faible, la courbe peut être exponentielle sans que le nombre de cas soit élevé et sans que la croissance soit forte. Et donc, il me semble qu'on a raté là l'occasion, en tout cas, on n'a pas complètement saisi l'occasion de faire de la pédagogie. C'est-à-dire d'expliquer la méthodologie scientifique, ses avancées, ses erreurs, ses protocoles, ses biais qui sont multiples. Qu'est-ce que c'est qu'un essai randomisé? Comment bien utiliser les statistiques? Pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, alors que l'amalgame entre les deux a été fait très souvent, ce qui peut produire des effets ravageurs. Et donc, on a eu l'occasion de faire la pédagogie, et on l'a moins fait qu'on aurait pu le faire. Mais c'est rattrapable, c'est-à-dire que on a vu se développer en temps réel la dynamique propre d'un effet bien connu des psychologues, qui est l'effet Dunning-Kruger. C'est qu'au début, on voit un nouveau problème, on croit qu'on est compétent, on parle avec arrogance, on écrit des tweets qui commencent par « je ne suis pas médecin, mais je ». Donc on proclame son incompétence de médecin et ensuite on fait une ordonnance. Et ce genre de tweet, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on s'est informé, qu'on a discuté, qu'on a vu que le problème était plus compliqué que ce qu'on pensait au départ, on a perdu en arrogance à mesure que notre compétence augmentait. Et l'arrogance aujourd'hui se retrouve confinée dans des sites spécialisés qui sont conçus pour lui prêter main forte. On en reparlera. Votre point de vue, Bernadette Bensaud-Vincent, sur la manière dont la pandémie a agi à la fois sur la science en train de se faire, mais aussi peut-être sur la manière dont la science est perçue au sein de la société française. Oui, je pense que, effectivement, comme Étienne Klein, que la crise n'a pas forcément augmenté l'information scientifique du public. On parle certes beaucoup de PCR, d'ARN messager, tout ça est devenu c'est des notions familières et quotidiennes, mais c'est pas sûr qu'on les ait vraiment comprises. En revanche, il me semble que
on aura peut-être gagné dans cette crise une image plus juste de la science. J'entends par là que l'image d'autorité traditionnelle a été un peu ébranlée par la mise en scène des conflits et des controverses qu'il y a au sein de l'establishment scientifique. Mais d'une manière générale, le conseil scientifique auprès du gouvernement s'est présenté comme très humble et comme étant en train de négocier avec des incertitudes quotidiennes, ce qui me paraît plus positif puisque, à mes yeux, l'entreprise scientifique est beaucoup plus une entreprise de réduction des incertitudes que une image d'autorité dogmatique. Donc, on aura, me semble-t-il, ébranlé l'image stéréotypée de la science qui produit des certitudes inébranlables, une image qui repose sur l'idée vague qu'il existe une évidence qui s'imposerait et forcerait le consensus chez les experts, que la communauté parle d'une seule voix. Or, c'est l'inverse, il y a toujours des controverses au sein des communautés scientifiques. Et ça n'empêche pas qu'on arrive à produire des vérités robustes, solides, et auxquelles il faut croire, et sur lesquelles auxquelles il faut se rallier. Donc, voilà. Donc, cela aurait permis de relativiser la conception qu'on peut se faire de la vérité scientifique. Étienne Klein. Moi, je suis à moitié d'accord simplement, parce que quand je dis que la Terre est ronde, je ne suis pas dogmatique. Voilà, je peux le démontrer. Ça a été démontré dans l'histoire des idées il y a très longtemps, et il n'y a aucune raison de remettre en cause cette vérité, entre guillemets, scientifique. Bon, D'autre part, ce que dit Bernadette Bensaud-Vincent, et avec lequel je suis grosso modo d'accord, résulte aussi d'une confusion entre la science et la recherche, qui sont deux choses complètement différentes, même si elles ne sont pas étrangères l'une à l'autre. C'est-à-dire que la science, c'est un corpus de connaissances qui correspond à des questions, à des réponses, à de bonnes réponses, croit-on en tout cas, à des questions bien posées, très précises. Et ces connaissances-là, il n'y a pas lieu de les remettre en cause. Je ne connais pas un seul physicien qui remette en cause chaque matin l'existence de l'atome. Je ne connais pas un seul cosmologiste qui remette chaque matin en cause le fait que l'univers est en expansion. Je ne connais pas un seul biologiste qui remette en cause chaque matin le fait que les espèces vivantes évoluent. Mais ce corpus de connaissances qui constitue la science et qu'on ne peut pas remettre en cause sans argument très fort, il est lacunaire. Et donc il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Est-ce que le neutrino est sa propre antiparticule ? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre ? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Quelle sera la température de l'atmosphère terrestre en 2100 ? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Et donc la recherche a à voir avec le doute. Mais si on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait, le doute qui est inhérent à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à cette phrase que je trouve absurde, la science c'est le doute, parce que si la science c'est le doute, alors n'importe qui peut dire n'importe quoi à propos de n'importe quelle question. Bon, mais Étienne Klein, comment distinguer justement entre les vérités que vous considéreriez comme des vérités absolues et les vérités qui sont faites pour être relatives ? Non, je ne parle pas de vérité absolue. Comme l'a dit d'ailleurs Bernadette Bensaud-Vincent dans un débat qu'on avait eu il y a quelques mois, on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui démontrerait que la Terre est plate. Même si j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y aura... D'abord, penser qu'il nous faut un Einstein pour découvrir que la Terre est plate, ça veut dire qu'on n'est pas assez intelligent pour n'avoir pas vu qu'elle était plate. Et que c'est un argument de physique théorique qui pourrait nous le démontrer. Non, je pense que si on se met... Ou alors on peut pratiquer un scepticisme absolument généralisé. Douter de tout, sauf de son doute. C'est possible. Je crois que ça a été à théorisé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on enseigne ? Bernadette Bensaud-Vincent. Oui, je dirais que effectivement, la distinction entre science et recherche, elle est peut-être fondée, mais nous sommes pour la plupart tous dans une relation de croyance à l'égard des vérités scientifiques. On ne peut pas démontrer, chacun de nous, l'ensemble des vérités scientifiques. Et cette relation de confiance, de croyance, est indispensable. Et il faut absolument la maintenir, car la recherche publique est financée par l'argent du contribuable, par les sociétés, et nos décisions politiques sont fondées sur des évidences scientifiques. Or, c'est très très important de maintenir la relation de confiance. Et cette relation de confiance a pu être ébranlée
elle a été ébranlée, je crois, au cours des dernières années, un petit peu à cause des conditions de la recherche. C'est-à-dire que la recherche étant de plus en plus financée par du privé, ou en tout cas soutenue par du privé, on a vu des cas manifestes de biais de vérité scientifique, de déni et d'ignorance volontaire qui entretiennent le doute. Et ça, c'est effectivement, entretenir le doute, c'est effectivement très, très néfaste dans la mesure où ça peut faire croire que le climat n'est pas du tout en train de changer et ça peut être extrêmement nuisible. Mais Voilà. alors, Bernadette Bensaud de Vincent, pardonnez-moi, je vous coupe. Justement, il y a des chiffres sur la manière dont les Français ont ou n'ont pas confiance en la science. Alors, en 2020, en pleine crise sanitaire, la part des Français qui avaient confiance en la science était de 61%, soit une baisse de 17% par rapport à 2019, et 50% des Français estiment que le gouvernement fait en quelque sorte des pressions sur les scientifiques afin que les scientifiques attestent des bonnes prises de décision. Tout cela quand même montre que la confiance en la science, même si elle est plus forte, je ne sais pas, que la confiance dans le gouvernement ou que la confiance dans les journalistes, est en baisse. La confiance dans la science reste la plus élevée par rapport à la confiance dans les médias et par rapport aux politiques. Les politiques sont en bas de l'échelle, d'après les eurobaromètres. Mais ce que révèle, me semble-t-il, cette crise, c'est aussi la dimension politique des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là quelque chose qui montre que la santé, c'est pas qu'une affaire de science. C'est aussi une affaire de problèmes politiques. Et par exemple, les refus de la vaccination, c'est essentiellement un problème social et politique autant qu'un problème scientifique. On pourra continuer à faire de l'information sur les différents vaccins. Il y a quelque chose qui résiste chez certains dans le public. Et il me semble que c'est dû au fait qu'on est une société très individualiste où ma santé à moi en tant qu'individu passe avant le collectif et qu'il est difficile de comprendre que tant qu'il n'y aura pas d'immunité collective, eh bien la santé des individus, la protection des individus sera toujours précaire et fragile. Or, c'est là-dessus qu'on voit que les informations scientifiques rejoignent des problèmes qui sont sociaux et politiques. Étienne Klein, sur la vaccination par exemple. J'avais d'abord une remarque à propos de l'objectivité de la science. On ne demande pas aux chercheurs d'avoir individuellement l'objectivité de la science. C'est-à-dire de se débarrasser de leurs préjugés, de leurs croyances, à l'issue d'une cure personnalisée de désintéressement. Aucun chercheur n'est objectif. Il peut être soumis à des pressions, en effet, ne pas pouvoir y résister, il peut se tromper. Et donc, ce qu'on lui demande, c'est pas du tout cela. Ça serait d'ailleurs une demande surhumaine. Ce qu'on lui demande, c'est d'être honnête. Honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se pose une question et qu'il fait des recherches, il a des résultats. Et l'honnêteté, pour lui, consiste simplement à présenter ses résultats à d'autres chercheurs qui travaillent sur des sujets voisins ou qui se posent des questions analogues, à expliquer comment il a obtenu ces résultats et ensuite à discuter. C'est tout ce qu'on lui demande. Et pour en revenir aux relations entre la science et la politique, disons, au début de l'épidémie, on savait des choses, les chercheurs savaient des choses, mais ils savaient aussi ce qu'ils ne savaient pas. Ce virus était nouveau, il avait des propriétés inconnues, et donc à la plupart des questions qui étaient posées, ils devaient répondre « nous ne savons pas ». Mais quand un chercheur répond aux questions par « nous ne savons pas » à la télévision, il n'est pas réinvité. Et donc ces gens qui étaient honnêtes ont été médiatiquement détrônés par des gens qui parlaient au-delà de leurs connaissances. Sur la vaccination, Étienne Klein, il était question du scepticisme vis-à-vis de cette vaccination. Finalement, celui-ci a été inférieur à ce que l'on escomptait. Et puis, il y a eu la question des effets secondaires de l'AstraZeneca. Votre point de vue, justement, sur la manière dont cette question a été traitée? On ne peut pas s'empêcher, quand on voit une séquence d'événements, de la lire comme une conséquence. Donc si vous êtes vacciné, qu'il vous arrive quelque chose, vous avez tendance à croire que c'est le vaccin qui est la cause de cette chose. Ce qui est possible. Mais ce n'est pas du tout évident. Il peut y avoir
des phénomènes complètement indépendants qui se produisent successivement. Et donc c'est tout un travail de montrer la relation de cause à effet, qui n'est pas la même chose que la corrélation, qui n'est pas non plus la même chose que la coïncidence. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que quand on a interrompu un certain vaccin pendant 2 jours, ça veut dire quoi 2 jours ? Pour avoir des informations qu'on aurait pu avoir en continuant la vaccination, et sans doute en évitant à certaines personnes de tomber malades, les fameuses thromboses. Mais vous savez que si vous restez assis trop longtemps, vous faites des thromboses. Donc si la décision qui a été prise pour ce vaccin faisait jurisprudence, il faudrait interdire les chaises. Oui, mais dans ce contexte-là, bon, d'abord, les chaises ne sont peut-être pas si facilement évitables que cela. Et puis, aussi, le fait d'avoir une probabilité même faible, à l'échelle individuelle, cela prend une toute autre signification, puisqu'il existe d'autres vaccins. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser les autres vaccins qui ne possèdent pas ce risque-là ? C'est possible. C'est un domaine dans lequel je ne suis pas compétent. Donc, je ne vais pas verser dans l'ultra-crépidarianisme que je dénonce par ailleurs. C'est quoi ce mot ? Ça vient d'une locution latine qui dit... Enfin, le crépidarianisme, c'est le fait de s'arrêter de parler au-delà de ses compétences. Le cordonnier s'arrête au bord de la sandale. Et l'ultra-crépidarianisme, c'est enfreindre cette règle, c'est-à-dire c'est parler de choses qu'on ne connaît pas. Et vous trouvez que cette crise a été un moment d'expression pour ce type de pensée ? Oui, ça a toujours existé. D'ailleurs, l'ultra-crépidarianisme, c'est très très bon en démocratie. Quand vous êtes au café avec vos amis, je parle de temps ancien, vous pratiquez l'ultra-crépidarianisme, vous parlez de tous les sujets, au-delà de vos compétences, et ça fait le lien social, etc. Mais sur la science, tous les points de vue ne se valent pas. Bernadette Bensaud de Vincent, Temps paysage pour une écologie des crises aux éditions du Pommier, et Étienne Klein, La physique selon Étienne Klein et Idées de génie aux éditions Flammarion. Et puis, bien entendu, la conversation scientifique à 16h. Le samedi, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va voir dans quelle mesure les différentes prises de position sur les manières de guérir le Covid, ou bien aussi sur les pratiques à adopter, par exemple sur les masques. Eh bien, toutes ces questions-là ont agi sur la représentation que les Français se font de la science dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La crise sanitaire et la crise de confiance vis-à-vis des institutions scientifiques. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bernadette Bensaud de Vincent, professeure émérite de philosophie des sciences. Vous avez notamment publié Temps paysage pour une écologie des crises aux éditions du Pommier. Et puis Étienne Klein, mon camarade de la conversation scientifique tous les samedis à 16h sur France Culture. Vous avez notamment publié La physique selon Étienne Klein et Idées de génie aux éditions Flammarion. J'aimerais vous faire entendre une voix qui est emblématique de cette période, celle du professeur Raoult. Celui-ci était interviewé sur BFM. Écoutez. D'ailleurs, Sanofi a publié une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation du plaquenil, donc qu'ils produisent de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc il n'y a pas que les autorités sanitaires, si même le producteur du médicament le dit. Oui, mais alors, ce que ça me fout, je ne comprends pas votre question. Ok. Vous faites un commentaire, vous m'en fout complètement. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, vous ne croyez pas que je n'ai pas demandé à Sanofi son avis, jamais. Je m'en fous de ce qu'il pense. Vous avez votre conviction et vous nous dites j'ai raison. Non, j'ai pas ma conviction. On va parler de l'épidémie quand même. On va parler de l'épidémie. Non, mais écoutez, au bout d'un moment, je ne peux pas faire plus parce que, au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, on ne fait pas partie du même écosystème. Donc on essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Vous êtes dans un monde dans lequel votre information est médiée. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Moi, je suis le médiateur de mon information. D'accord ? Vous n'avez pas d'informations directes. Moi, j'ai des informations directes. Donc, vous comprenez bien que notre réaction par rapport à cette situation n'est pas de même nature. Nous ne faisons pas le même métier. Donc, quand vous dites, lui me dit ça, vous me dites ça, ça m'est égal ce que vous disent les autres. Moi, mon opinion, elle n'est pas modulée, ni par ce que vous dites, ni par ce que dit qui que ce soit que vous invitiez à la télévision. Je m'en fous. Un extrait donc d'une interview du professeur Raoult, un extrait intéressant notamment parce qu'il pose la question, Étienne Klein, du rapport entre des vérités différentes dans la sphère médiatique et en science, et puis bien évidemment parce qu'il permet de se remémorer de ce qu'a été, de ce qu'est toujours ce débat autour des méthodes thérapeutiques pour le Covid-19. C'est drôle, il est médecin, il n'a pas compris la question qui lui a été posée, et moi je ne suis pas médecin et je l'ai comprise. C'est bizarre.
En fait, ce n'est pas à tel ou tel médecin de nous dire si tel ou tel médicament est efficace contre tel ou tel virus. C'est un protocole de recherche qui permet de conclure. Et donc, le fait de personnaliser la science, de faire parler des personnalités dont les égos sont parfois assez surdimensionnés, c'est pas du tout mettre en scène la science. C'est mettre en scène des scientifiques. Et moi, j'ai aucune confiance dans les scientifiques. Par contre, j'ai confiance dans les protocoles, les méthodologies de la science, qui, à la fin des controverses, permettent de faire parler un bout du réel. Bon, et d'ailleurs, c'est la bonne leçon qui rend un peu optimiste. C'est que je pense que tout le monde a compris qu'à la fin, c'est la recherche qui gagne. C'est-à-dire c'est la recherche qui permet de répondre aux questions qui ont fait l'objet de controverses prématurées. C'est quand même étonnant parce que dans votre livre Idées de génie, alors il s'agit de physique, Étienne Klein, mais vous mettez en scène des physiciens qui, à un certain moment, ont des idées géniales, généralement des idées qui sont refusées par beaucoup de monde, et donc on reconnaît par exemple un personnage comme le professeur Raoult. Pas vraiment. Ces gens publient, discutent avec leurs collègues. Et donc, ils font ce qu'on attend, c'est-à-dire on publie, avant d'annoncer Orbi et Torbi, des conclusions qui sont prématurées. Parce que par exemple, pour voir qu'un médicament est efficace contre une maladie dont on peut guérir son médicament, dans 98% des cas, il faut des statistiques énormes. Et c'est pas parce que vous donnez un médicament à une personne malade qui guérit que vous pouvez dire que c'est le médicament en question qui l'a guéri. Bernadette Bensaud de Vincent, votre point de vue sur ce qu'on vient d'entendre de cette interview donc, du professeur Raoult? C'est un exemple typique d'argument d'autorité. Moi, j'ai la source pure de la connaissance et je disqualifie tous les autres. C'est une caricature de la science autoritaire qui ne respecte absolument pas l'opinion des autres et n'engage pas le débat avec l'opinion des autres. Il a simplement disqualifié les gens qui ne parlaient pas comme lui. Donc c'est effectivement une mise en scène de la science autoritaire et qui disqualifie toute autre opinion. Et à mon avis, c'est tout à fait le type d'argument qui, en même temps, dessert complètement la confiance dans la science. Bon, mais alors je vais me faire le défenseur du professeur Raoult, parce que précisément la science, elle repose sur l'idée que le savoir est inégalement réparti. D'ailleurs, mon camarade Étienne Klein le rappelait tout à l'heure, il y a des gens qui savent et qui donc peuvent avoir une position d'autorité, et d'autres qui doivent considérer qu'Einstein a plus raison que, je ne sais pas, quelqu'un qui tweete son opinion. Par exemple, Bernadette Bensaud de Vincent. Et oui, il y a effectivement des degrés de savoir, mais il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et de l'autre côté ceux qui sont sous tutelle, qui doivent simplement obéir. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Même les scientifiques ne savent pas tout, ça on le sait. Et en même temps, ils ont à argumenter avec les autres sources de savoir. Il y a en ce moment, on le sait bien, une invasion de théories du complot et qui se répandent sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas simplement dire les disqualifier. Il faut vraiment arriver à argumenter pour montrer qu'il y a derrière ces théories des complots, notamment sur la vaccination. C'est un petit peu ce qu'a fait Raoult, c'est de montrer qu'il y avait un complot derrière qui empêchait de reconnaître sa vérité à lui concernant l'hydrochloroquine. Oui, il y a une phrase étonnante dans le propos qu'on vient d'entendre de la part du professeur Raoult, c'est « on ne fait pas le même métier ». Il parle aux journalistes. Voilà, donc on ferme la porte et vous ne pouvez même pas comprendre ce que je vais vous dire. Alors que, justement, en République, et notamment dans le champ scientifique, on pratique une politesse de l'esprit. C'est-à-dire que chacun peut expliquer à n'importe qui ce qu'il fait, ce qu'il pense et pourquoi il arrive aux conclusions auxquelles il prétend être arrivé. Mais il m'est arrivé, par exemple, de discuter avec un prix Nobel, Étienne Klein, qui me disait, voilà, moi j'en ai plus qu'assez, puisque maintenant je fais des conférences, et alors à la fin, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, mais vous avez dit ça, mais moi je pense que...
Et ce prix Nobel signifiait son agacement et puis aussi sa surprise, le fait que c'était un comportement nouveau, qu'auparavant, lorsqu'il faisait une conférence en tant que prix Nobel, il était évidemment écouté sans que l'on critique ou sans qu'on cherche à discuter ses propos. Encore une fois, la science n'est pas une aventure personnelle. Et je pense que pendant la pandémie, au moins dans les premiers mois, on a demandé à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Et on a prétendu réfuter tel ou tel discours à partir d'arguments dits de bon sens. Mais la science et le bon sens sont deux choses complètement différentes. La science, c'est ce que dit Bachelard, et il a raison pour toutes les disciplines, je pense. La science est construite contre l'opinion. Et donc présenter la science comme étant le lieu permanent de controverses qui ne permettent jamais de converger vers une conclusion, c'est tromper sur la nature de la science. Dans les colloques scientifiques de chercheurs, il y a des disputes, il y a des engueulades. Et c'est ça qu'on appelle la recherche. Comme le disait Popper, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc les gens se disputent, et puis quand le réel, ou un bout du réel a fini par parler, la dispute en général cesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernadette Bensaud de Vincent ? Je pense qu'il y a une grande mystification à croire qu'il y a la méthode scientifique. Non, il n'y a pas la méthode, il y a des méthodes. Qui serait commune à toutes les... Mais non, j'ai jamais dit ça. Les physiciens théoriciens ne travaillent pas comme les sociologues. Bernadette Bensaud de Vincent. Appris dans les débats qu'il y a eu autour de cette pandémie, c'est justement les différentes méthodes qui peuvent être appliquées dans des situations de monde réel, de monde complexe, et de voir qu'il y a à la fois des projections avec des courbes, qu'il y a des simulations, qu'on essaye de faire des prédictions et des prévisions, qu'on mobilise toute l'artillerie des méthodes scientifiques pour faire face à une situation complexe. Et quant à la relation avec le savoir des non-sachants du public, je dirais qu'il y a là, à cet égard, une forme de savoir de l'opinion, et j'ai défendu cette opinion, et je la revendique comme une opinion. Il y a un savoir de l'opinion qui est de l'opinion droite, comme on disait à l'époque où on a créé le concept de doxa, c'est-à-dire d'opinion qui n'est pas la science, parce qu'elle ne s'est pas justifier par des raisons démonstratives sa conviction. Eh bien, ce savoir droit, que ça dit en grec orthodoxa, la rectitude, le savoir droit, l'opinion droite, eh bien, ça, c'est un savoir raisonnable. Et dans des situations de crise comme la situation actuelle, on peut avoir cette attitude raisonnable de peser, par exemple, face à la vaccination, les coûts et bénéfices de se faire vacciner avec AstraZeneca ou pas. Et voilà, c'est une sorte de phronésis, c'est-à-dire, qu'on traduit par prudence, mais qui est un savoir et la vertu des citoyens. Et je pense que c'est pas le savoir scientifique, mais c'est une forme de savoir qui est éminemment à développer dans des situations où on est confronté à la complexité du monde dans lequel on vit. Étienne Klein. D'abord sur les prédictions, comme la suite de l'histoire dépend de ce que nous allons faire et qu'on ne peut pas prédire ce que nous allons faire, c'est difficile de prédire le futur en l'occurrence. Ensuite, en effet, moi je suis d'accord pour dire que, et ça rejoint ce que vient de dire Bernadette Bensaud de Vincent, en fait il y a deux déclinaisons du principe de précaution. Il y a le principe de précaution tel qu'il est rédigé dans la Constitution, des risques sont envisageables, on doit travailler, c'est-à-dire faire de la recherche, pour réduire l'amplitude de ces risques et augmenter la connaissance que nous en avons. Donc le principe de précaution vise à réduire les dangers. Mais ce principe de précaution dans sa version médiatique est utilisé pour réduire l'anxiété de la population. Or, les mesures qu'on prend pour réduire l'anxiété, en général, ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on prend pour réduire les dangers. Je vais vous lire un extrait d'un sociologue extrêmement respecté en matière de philosophie des sciences, Bruno Latour.
Au sujet des controverses scientifiques, on a entendu par exemple le professeur Raoult défendre son traitement à l'hydroxychloroquine et Latour écrit ceci: la science ne se produit pas de façon plus scientifique que la technique de manière technique, que l'organisation de manière organisée. Et il explique donc que ce qu'il appelle les scientifiques de paillasse utilisent toute une série de méthodes qui sont parfois des méthodes assez peu orthodoxes. Et finalement, si on rapproche ça de ce que l'on a entendu du professeur Raoult, il y a bien sûr le ciel éthéré des idées, Étienne Klein, où les gens argumentent de manière rationnelle et posée, et puis il y a la réalité. Dans la réalité, les gens trichent, organisent, manipulent, y compris d'ailleurs ceux qui réussissent à faire de véritables découvertes, y compris Pasteur, Étienne Klein. Alors pourquoi y compris Galilée qui bricole. D'ailleurs, quand on a avec Gauthier de Pombourg choisi ces 33 textes de l'histoire de la physique entre Galilée et Stephen Hawking, on voit bien en lisant les textes que toutes sortes d'arguments sont mobilisés, parfois des arguments théologiques, par exemple pour le principe de moindre action. On voit les effets du contexte. Quand Einstein est au bureau des brevets en 1905 et qu'il publie son article sur la théorie de la relativité, on voit qu'il a été influencé par la lecture des brevets qu'il a étudiés, qui visaient à synchroniser les horloges à distance. Et il écrit lui-même que s'il avait été à l'université, il n'aurait pas fait cette découverte parce qu'il a été finalement obligé de traiter des problèmes très concrets qui lui ont fait voir que l'interprétation qu'on donnait à l'époque de l'électromagnétisme ne collait pas, il y avait des incohérences. Bon. Alors pourquoi refuser ce droit au professeur Raoult? Donc il y a un effet de contexte évident, mais le relativisme, si vous voulez, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est celui qui justement met en scène ces effets de contexte en montrant que aucun scientifique n'est objectif, tous sont influencés, tous ont des croyances, mais qu'à la fin, ce qu'ils produisent finit par avoir une objectivité qui vient des discussions et des tests et des expériences qui sont faites. Et le mauvais relativisme, c'est celui qui voudrait nous faire croire que aucune théorie physique, par exemple, si je prends ce cas-là, ne peut s'émanciper du contexte de son apparition. Or, si vous prenez la théorie de la relativité, aujourd'hui, elle a été testée de mille et une manières. Ça ne veut pas dire qu'elle soit vraie, mais en tout cas, elle a été testée de mille et une manières, y compris de façon qu'Einstein lui-même n'aurait pas pu imaginer. Donc on pourrait dire que la théorie de la relativité aujourd'hui n'a plus rien à voir avec Berne en 1905. Elle s'est émancipée des conditions de son apparition. Bernadette Bensaud de Vincent. Oui, moi je pense que la question n'est pas de défendre pas le relativisme, ça je m'en fiche, mais de savoir comment dans la situation actuelle restaurer la confiance dans la science, c'est-à-dire de voir pourquoi il est préférable aujourd'hui de croire à ce que disent les experts, les scientifiques, plutôt qu'aux théories du complot qu'on peut trouver sur Internet. Donc c'est ça pour moi qui est important. Et je dirais que à cet égard, on peut se référer à, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Naomi Oreskes récemment, pourquoi il faut croire en la science, même si on n'a pas accès aux raisons profondes qui font la validation, qui valident les vérités scientifiques. Eh bien, c'est un petit peu le pari de Pascal. Pascal, quand il disait il faut croire en Dieu, et on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, mais si je crois, j'ai rien à perdre et tout à gagner. Et là, en l'occurrence, je pense vraiment que on n'a rien à perdre si on croit en la science en ce moment face à un virus qui a semé dans le monde entier un être infime qui, depuis un an, gouverne la planète, ou du moins détient le pouvoir de décider de notre vie individuelle et collective. Et bien, je pense que là, on a vraiment à se rallier à la science, à la fois aux vaccins qui sont à la pointe de la recherche, comme les vaccins ARN, mais aussi aux bons vieux conseils scientifiques qui sont le masque, qui sont le confinement, etc. Justement, on va en reparler. Étienne Klein, une réaction? Oui, le pari de Pascal, on peut le faire dans une situation d'incertitude, en effet. On peut imaginer le pire et essayer de le prévenir par des attitudes qui nous semblent raisonnables. Mais il n'est pas généralisable. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances scientifiques dont on peut démontrer par une narration, un récit, comment elles sont devenues des connaissances dans l'histoire des idées. Par exemple, le fait de dire que la Terre est ronde ne relève pas de la confiance. On peut raconter comment on a su, et on le sait depuis très longtemps,
que la Terre est ronde, avec quels arguments, et cette connaissance-là peut être transmise. Autrement dit, l'argument de la confiance supposerait qu'on ne peut jamais avoir une bonne connaissance de nos connaissances. Et c'est la confiance qui ferait qu'on les adopterait un peu comme si on écoutait des arguments d'autorité, finalement. Alors c'est tout le contraire. Par exemple, pour l'atome, mais ça prend des heures. On peut raconter comment, après 2500 ans de débat, on a démontré expérimentalement l'existence de l'atome. J'aimerais vous faire entendre, puisque vous parliez des masques tout à l'heure, Bernadette Bensaud de Vincent, une députée anciennement La République En Marche qui a été exclue de ce groupe et qui appartient désormais au groupe parlementaire Écologie, Démocratie et Solidarité, Martine Venère. Écoutons-la. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la haute autorité de santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. L'intervention de Martine Venère, une députée qui est connue pour ses conceptions, on va dire, alternatives de la réalité, Bernadette Bensaud de Vincent. Mais alors, ce qui est intéressant aussi dans cette question du masque, c'est que le discours du gouvernement, lui, a beaucoup varié sur l'utilité du masque. Bref, comment s'y retrouver dans ces conditions-là ? Effectivement, le discours du gouvernement qui a essayé de cacher l'impréparation en disant que les masques n'avaient pas d'effet, c'était quand même un peu gonflé, excusez-moi l'expression, quand le masque a fait ses preuves dans les épidémies de peste depuis le Moyen-Âge. Donc on peut quand même difficilement s'ériger contre quelque chose, on avait un retour sur expérience. Oui, mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est que là vous dites que c'est gonflé, et puis Martine Venère, cette députée qu'on vient d'entendre, aujourd'hui lorsqu'elle dit cela, elle a prononcé ses propos en octobre dernier, mais peu importe, elle serait qualifiée de complotiste. Ben oui, en tout cas elle répand une rumeur en la faisant passer pour un scoop qui serait une nouvelle fiable. Et donc on en vient toujours à cette question de la confiance. À qui se fier ? Et c'est très très important. On est dans le régime tous de la croyance et il nous faut faire confiance à quelqu'un. Et c'est important, d'autant que notre attitude à chacun engage celle des autres. On est dans une situation de crise où il y a une solidarité, qu'on le veuille ou non. Notre comportement individuel détermine les chances d'en sortir. Si personne ne veut se faire vacciner, eh bien, on n'en sortira pas, parce qu'il y aura des mutants pas des mutants, mais des variants qui vont venir de plus en plus, et c'est une course effrénée. Donc, je pense que à qui se fier, c'est une vraie question, et à chacun de nous, la question est autant épistémique que éthique et politique. Eh bien, on doit accepter et faire le pari de se fier plus à la science. Et cette vérité scientifique, c'est à la fois ce qui relève de la recherche de pointe aujourd'hui, mais c'est aussi, je pense, et la crise l'a montré, que des bonnes vieilles techniques éprouvées, comme le confinement, la quarantaine, le masque, sont aussi des savoirs auxquels on peut faire confiance. Étienne Klein. C'est une déclaration, je parle de celle de la députée qu'on vient d'entendre, qui est doublement étonnante. D'abord, elle feint d'ignorer que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ensuite, elle se réfère à une autorité dont je ne connais pas la légitimité. Elle choisit sa source d'information et déclare qu'elle peut réfuter toutes les autres sources d'information qui disent le contraire. C'est ce qu'on appelle, alors c'est encore un terme un peu pédant, l'ipsédixitisme. Le maître l'a dit. C'est-à-dire ? L'ipsédixitisme, c'est le maître lui-même l'a dit, donc je laisse tomber mon esprit critique. À aucun moment, elle n'explique les arguments de cette autorité. Et donc ça, c'est peut-être ce qui nous attend quand on a un régime d'information qui fait que toutes les thèses, y compris les plus contradictoires, cohabitent dans l'espace médiatique.
Et du coup, on doit choisir celle à qui on va accorder du crédit. Et notre cerveau, qui a besoin d'un certain confort psychique, va déclarer vraies les idées qu'il aime. Bon, mais le problème, c'est que cette épidémie elle n'est pas terminée et nos certitudes scientifiques sont finalement peut-être en petit nombre à ce sujet, Étienne Klein. Eh bien, celle-ci se déroule. Nous avons des vérités qui sont des vérités fluctuantes. Est-ce qu'on peut jeter la pierre à cette dame et finalement d'essayer de remettre en cause un certain nombre de convictions qu'on considère comme étant particulièrement établies? Mais moi, je ne suis pas spécialiste du complotisme. Simplement, j'ai quelques amis qui sont devenus complotistes. Et ils ont comme point commun de se renarcissiser en pensant comprendre le système d'une façon que les courants mainstream, comme ils appellent, n'ont pas comprise. Donc dans les cas que je connais, ce sont des gens qui estiment que le système, entre guillemets, ne les a pas reconnus à la juste valeur. Et ils se renarcissisent en pensant qu'ils ont, eux, compris le système. D'une façon très simple. Et ça leur donne réponse à tout. Et c'est impossible de leur faire changer d'avis, pas même par l'argumentation. Je pense que vous connaissez l'argument de la théière de Russell, ce grand logicien qui fut également prix Nobel de littérature. Un ami lui dit « Ah, il y a une théière qui se balade dans l'espace au-delà de Mars, aux confins du système solaire. » Et Russell dit à cet ami « Mais comment est-ce que tu peux me prouver qu'elle existe ?» Et cet ami lui renverse l'argument de la preuve en lui disant « Mais prouve-moi qu'elle n'existe pas. » Ce qui est impossible. Votre point de vue, Bernadette Bensaud de Vincent, pas forcément sur la théière, mais sur le reste aussi. Sur les théories du complot, il me semble que ça exprime une nostalgie de la certitude. C'est-à-dire qu'on est dans une situation inconfortable, de fluctuation, effectivement, et d'incertitude. Et donc, il est tellement plus confortable d'imaginer un groupe tout-puissant, supposé détenir entre ses mains le destin du monde. Par exemple, que le virus aurait été une invention des Chinois ou que ce serait une invention de Bill Gates ou de je ne sais pas qui. C'est un mécanisme bien connu, éprouvé depuis des siècles, qui permet de canaliser, je dirais, la colère et la violence sur des groupes, sur une cause, d'assigner une cause. Et en général, c'est des communautés ethniques ou des groupes religieux. Bref, c'est une façon à la fois de se rassurer, mais il y a aussi un agenda politique derrière qu'il ne faut pas oublier. Un mot de conclusion, Étienne Klein. Lequel ? Sur justement la manière de se rassurer et sur la façon dont on peut envisager cette pandémie qui à la fois ébranle nos convictions scientifiques, alors que tout le monde, puisque c'est finalement le point commun entre ces différentes interventions, tout le monde rend hommage finalement à la science. En fait, on parle de climat d'incertitude, mais cette incertitude n'est pas généralisée. Il y a des choses que nous savons et il y a des choses dont nous savons que nous ne les savons pas. Autrement dit, l'ignorance, c'est la grande affaire des savants, et non pas celle des ignares. Un savant, c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'on sait, et ce « on » est un « on » collectif, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et je pense que, contre un relativisme qui se présente comme absolu, je pense qu'il faut relativiser notre relativisme et considérer qu'il y a des choses dont nous sommes sûrs, sans pour autant déclarer que ce sont des vérités absolues. Bernadette Bensaud de Vincent, Temps paysage pour une écologie des crises aux éditions du Pommier, Étienne Klein, Idée de génie et la physique selon Étienne Klein, ainsi que la conversation scientifique tous les samedis à 16h. Voici mes camarades Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Et ce matin, Hervé, vous vous prenez pour Flaubert. Ben oui, car 20 ans après la création de Loft Story, j'ose l'affirmer, Loana, c'est moi. Et puis vous, Géraldine, grande nouvelle, vous avez fini un livre. Oui, mais ça m'a complètement déprimé, Guillaume. Allez, dans quelques instants.